Dans le film que vous allez voir, des images de synthèse vont être utilisées pour représenter le trajet de la lumière. Or, si la lumière se voit de face, lorsque la source lumineuse est devant vous, elle ne se voit pas de profil. Alors, nous avons choisi de représenter la lumière de profil de cette façon. Et comme la lumière n'est pas instantanée, mais qu'elle se déplace, nous la ferons avancer de cette manière. Bien sûr, gardez en tête qu'ici, la vitesse est considérablement ralentie. Bon film! Durant des milliers d'années, l'homme a pensé que la lumière était instantanée. Il y en avait ou il n'y en avait pas. Certes, Al-Hazen, un savant arabe, et plus tard Galilée, avait bien pensé que la lumière avait une vitesse de propagation, mais il n'avait rien pu prouver. En fait, il a fallu attendre la fin du XVIIe siècle, avec les observations d'Olaus Rømer, un astronome danois, et 50 ans plus tard, les travaux de James Bradley, un astronome anglais, pour que le monde soit enfin persuadé que la lumière avait une vitesse de propagation finie qu'on estimait à l'époque proche de 300 000 km par seconde. Bien que satisfaite du résultat, la communauté scientifique savait pertinemment que les valeurs obtenues manquaient de précision. Or, plus que jamais, les savants avaient besoin de précision. Le 19e siècle va donc être le théâtre d'une course à la précision. Les savants vont mettre au point d'étonnants dispositifs et des machines époustouflantes, toutes plus ingénieuses les unes que les autres, permettant de mesurer la vitesse de la lumière, non plus en observant les astres, mais sur Terre, en laboratoire. Des dispositifs libérant les scientifiques des contingences liées à la mécanique céleste et leur permettant de faire de plus en plus de mesures au moment où ils le souhaitaient. Il y eut d'abord Hippolyte Fizeau et sa machine à roues dentée, avec laquelle il estima la vitesse de la lumière à 315 300 km par seconde. Puis, Léon Foucault et son miroir tournant qui proposa 298 000 km par seconde. Ces machines furent modifiées, perfectionnées, chaque intervention réduisant l'incertitude. Tant et si bien qu'au début du XXe siècle, l'Américain Michelson parvenait à ce résultat 299 796 km par seconde avec une incertitude de 4 km par seconde. C'est cet ordre de précision qui est important. Alors, tous les dispositifs mis en place par ces physiciens avaient au moins un point commun. Pour calculer la vitesse de la lumière, il faut d'abord déterminer une distance, puis mesurer le temps que met la lumière pour parcourir cette distance. En effet, vous connaissez la formule, V égale D sur T. La vitesse est égale à la distance sur le temps. Mais plus les scientifiques voulaient être précis, plus cette distance augmentait. Avec Fizeau, la lumière parcourait déjà 17 km. Avec Michelson, 70. Et encore, il y avait toujours une incertitude. Jusqu'où allait-il falloir aller ? Eh oui, on n'en voit pas le bout. À la fin du XIXe siècle, de nouvelles avancées sur la nature de la lumière vont révolutionner la mesure de sa vitesse. On comprend alors qu'elle se propage comme une onde, un peu comme l'onde qui se forme à la surface de l'eau quand on y jette un caillou. Attention, ce n'est pas l'eau qui avance, c'est l'énergie produite par la chute du caillou qui se déplace et qui met l'eau en mouvement. La lumière, c'est la même chose. C'est de l'énergie qui se propage à ceci près qu'elle ne met pas l'air qui nous entoure en mouvement. L'air n'ondule pas quand la lumière le traverse. La lumière, c'est la propagation d'un champ électromagnétique. Ce sont les valeurs de ce champ électromagnétique qui ondulent et qui forment une vague. Cela dit, puisque la lumière forme une onde, eh bien, elle en possède toutes les caractéristiques. La fréquence, qu'on note F, et la longueur d'onde, qu'on note lambda. La fréquence, c'est le nombre d'oscillations qui se forment en une seconde. Cette fréquence se mesure en hertz. Ici, regardez, 1, 2, 3. 3 oscillations en une seconde, ça fait
3 Hertz. La longueur d'onde maintenant, eh bien, c'est la distance qui sépare deux crêtes. Elle se mesure en mètres. Alors, qu'est-ce que ça nous apporte de plus? Eh bien, vous allez voir. Jusqu'à présent, la vitesse, c'était la distance sur le temps. V égale d sur t. Comme une onde se caractérise par une longueur, autrement dit, une distance entre les deux crêtes d'une oscillation et une fréquence, un nombre d'oscillations en une seconde. Eh bien, la vitesse de l'onde, c'est cette longueur multipliée par la fréquence, soit V égale lambda par F. Et ce n'est pas tout. Au début du XXe siècle, on comprend aussi que la lumière visible ne représente qu'une toute petite partie des ondes électromagnétiques. Il y a aussi les ondes radio, les rayons X, les rayons ultraviolets, les rayons infrarouges. Ces ondes n'ont ni la même longueur d'onde, ni la même fréquence, mais elles se déplacent toutes à la même vitesse, celle de la lumière. Et heureusement pour nous, c'est ce qui nous permet de suivre des matchs de foot en direct à la radio ou à la télévision, de téléphoner ou de jouer en réseau avec des consoles sans fil. Après la Seconde Guerre mondiale, ces ondes électromagnétiques deviennent des supports très intéressants, pour les télécommunications notamment. Les scientifiques mettent au point des outils pour mesurer la longueur d'onde et la fréquence des ondes utilisées. Longueur d'onde et fréquence qu'il suffit ensuite de multiplier pour obtenir la vitesse de la lumière. En un peu moins de 30 ans, on a obtenu plus d'une trentaine de mesures de la vitesse de la lumière, toutes de plus en plus précises. Tenez, en 1973, l'Américain Evenson, en mesurant avec une grande précision la fréquence et la longueur d'onde d'un laser hélium-néon, obtient une vitesse de 299 792 km, 458 mètres et 70 cm par seconde, avec une incertitude d'1,10 mètre par seconde. Là, les scientifiques vont faire une pause. Oh, ils auraient pu continuer à mesurer avec une plus grande précision encore des longueurs d'onde et des fréquences, puis aller multiplier et pousser encore plus loin derrière la virgule. Mais à quoi bon? À quoi bon obtenir des dixièmes, des centièmes, des millièmes de mètre quand la valeur du mètre manque elle-même de précision? Oh, j'entends déjà les critiques. Comment ça? Le mètre imprécis? Oui. La définition du mètre, avant 1960, était donnée par le mètre étalon déposé à Sèvres, à côté de Paris. Il se présentait sous la forme d'une barre de platine. Le mètre était la distance encadrée par deux traits à 0 Celsius. Le problème de ce mètre étalon est qu'il se déforme et qu'il s'use. Et puis, où commence et où finit réellement le mètre? Au bord extérieur ou au bord intérieur du trait? À moins que ce ne soit au milieu. Vous mesurez le problème. Vous le voyez, ce mètre étalon n'était pas à la hauteur de la précision des calculs de la vitesse de la lumière. Il fallait donc redéfinir la notion de mètre et la rendre universelle, la délocaliser en quelque sorte afin que ce mètre puisse être consulté en tout point du globe et que sa valeur ne dépende ni de l'observateur ni des conditions de l'observation. Sachant, d'après la théorie de la relativité restreinte d'Albert Einstein, que la lumière a une vitesse constante dans le vide, que l'on appelle désormais célérité, les scientifiques décidèrent alors d'inverser le problème. Plus question de mesurer la vitesse de la lumière avec ce mètre étalon. En revanche, ils vont définir le mètre grâce à la vitesse de la lumière. En 1983, la 17e conférence générale des poids et mesures stoppe la course à la précision et fixe la vitesse de la lumière à 299 792 km et 458 mètres par seconde exactement. Par la même occasion, on donne donc au mètre une valeur universelle. Le mètre est la distance parcourue par la lumière dans le vide pendant 1/299 792 458 millionièmes de seconde. La vitesse de la lumière devenait par conséquent une constante connue, une des constantes universelles qui n'avait désormais plus besoin d'être mesurée. Tout cela, mine de rien, a des applications très concrètes dans notre vie de tous les jours. Tenez,
Le GPS, par exemple, le Global Positioning System, qui dans la voiture nous indique où il faut tourner pour rejoindre le terrain de camping le plus proche. Comment fonctionne-t-il ? Le principe est assez simple. En connaissant la distance séparant le récepteur GPS de 3 des 24 satellites GPS placés en orbite autour de la planète, eh bien, on connaît la position du récepteur GPS sur la Terre. En fait, les satellites émettent des ondes radio qui sont captées par les récepteurs. Ces récepteurs, grâce à une horloge très précise, connaissent le temps mis par ces ondes radio pour aller du satellite au récepteur. Connaissant la vitesse de la lumière à laquelle se propagent ces ondes radio, eh bien, on en déduit la distance séparant le satellite du récepteur. Et oui, la distance est égale à la célérité que multiplie le temps. On obtient une distance précise au centimètre près. Bien sûr, vous l'aurez sûrement remarqué, la précision d'un GPS dépend de la définition de la vitesse de la lumière, on l'a vu, mais aussi de celle du temps, donc de la seconde. Qu'est-ce qu'une seconde ? Certes, ce n'est pas très long, mais malheureusement, nous n'avons plus le temps. Alors, rendez-vous pour une autre histoire.